À l'occasion de la venue à Lons-le-Saunier de Jean-Luc Mélenchon, nous avons invité l'ensemble des candidats de Bourgogne et de Franche-Comté qui pouvaient se rendre disponibles et qui vont dans un instant se présenter à vous. Pour ce qui me concerne, donc je suis Gabriel Amar, le candidat dans cette circonscription, avec Géraldine Revy, ici présente, pour suppléante. Bon, Jean-Luc nous fait l'immense honneur, amitié d'être à Lons, au cœur de notre belle région. Ça nous donne des responsabilités, réussir ce rassemblement. Il semblerait que le syndicat des nuages soit encore avec nous pour tout à l'heure, donc nous sommes très optimistes. Les services de la mairie de Lons, du CARCOM, du Carrefour de la Communication, mais encore de la préfecture ont été présents pour nous accompagner pour la réussite de ce rassemblement. Il s'agit d'un moment convivial avant tout, un apéro insoumis comme nous l'avons intitulé, et non un grand meeting comme vous avez pu les connaître à l'élection présidentielle. Pour autant, vous êtes ici, nous sommes dans une région où, à l'instar de ce qui s'est passé dans le pays, avec 7 millions de voix pour le programme L'Avenir en commun et son candidat Jean-Luc Mélenchon, il a manqué 6 voix par bureau de vote pour que l'on efface Madame Le Pen du deuxième tour de l'élection présidentielle. Et de la même manière que nous pouvons prétendre, en mobilisant les électeurs de la présidentielle, être au deuxième tour de l'élection législative dans 450 circonscriptions, eh bien, la Bourgogne et la Franche-Comté n'échappent pas à cette règle, et encore moins le Jura, où nous pouvons prétendre être présents dans les 3 circonscriptions au second tour. Cela nous donne des responsabilités, parce que le peuple a choisi de nous placer en belle position, et quelle belle position à Lons-le-Saunier quand nous avons été seconds avec 24% des voix, 21% dans la première circonscription du Jura, ici même, mettant les Républicains à 1300 voix derrière nous. C'est pour vous dire à quel point nous avons une responsabilité pour ces élections législatives. Alors, c'est pas le but, on se retrouvera peut-être pour les applaudissements sur la place tout à l'heure, mais vous dire que nous mesurons bien quelle est la responsabilité de la France insoumise. Celle de fédérer, rassembler autour d'un programme. Nous y sommes attachés à ce programme. Nous avions prévenu que l'élection présidentielle et l'élection législative formaient un tout, et ce n'était pas pour nous une élection nationale suivie d'une élection locale, comme d'aucuns voudraient nous le faire croire pour faire oublier leur score de l'élection présidentielle. Donc c'est avec le programme et la volonté de proposer une majorité aux élections législatives pour qu'il y ait une autre majorité que celle que propose le président de la République, qui a été élu par défaut, alors même que on nous dit que plus de 80% des électeurs de la présidentielle ont fait un vote d'adhésion. Et comme il ne s'agissait pas d'adhérer à une personne, Jean-Luc Mélenchon l'a rappelé suffisamment, mais de soutenir un programme et de le porter au plus haut pour que nous puissions gouverner notre beau pays et régler 3 crises. Et je m'en tiens là à cette étape. La crise démocratique de la Ve République et qui ne va pas s'améliorer au regard de ce qui se prépare, tant dans la posture, dans l'attitude que dans la volonté de gouverner par ordonnance dès cet été pour notamment casser le Code du travail, mais pas que, nous y reviendrons. La crise écologique avec le dérèglement climatique qui est à l'œuvre, et la crise sociale dans un pays qui n'a jamais été aussi riche de son histoire et qui pourtant concentre 9 millions de pauvres. Voilà donc la responsabilité qui est la nôtre. Il est l'heure de se fédérer dans les urnes autour de ces contenus et de ces enjeux, faire en sorte que nous puissions gouverner ce pays avec une majorité politique qui se préoccupe de régler concrètement ces 3 crises. Je vous remercie. Donc,
Je vous propose tour à tour les candidats. Si vous voulez bien, on va choisir un ordre. Géraldine, tu es là, viens, ma suppléante. Tour à tour, vous présentez dans ce sens-là, ça ne vous dérange pas? Bonjour, donc Géraldine Revy, candidate suppléante de Gabriel Amar sur la première circonscription du Jura. Alors bonjour, François Froiduro, donc je suis candidat sur la première circonscription de la Haute-Saône. J'ai entendu ouf, effectivement, Jean-Luc Mélenchon donc, a fait 15% à l'élection présidentielle, donc autant dire que pour nous la marche est haute. Elle est haute, mais nous allons essayer de la franchir, ou en tout cas de s'en approcher avec ma suppléante, donc Betty Fèvre-Morel, qui est ici. Juste un dernier mot, nous avons la bagatelle de 300 villages dans cette circonscription. Je crois que c'est le record de France. Allez, vous battez pas. Donnez vos professions. Enseignante. Assistant familial. Assistant familial. Bonjour, je m'appelle Delacour Abiba, première circonscription du Doubs, Besançon. Et je suis militante associative, politique depuis très très longtemps. Et je suis fière quand même d'avoir mis mon local à Planoise, le plus grand quartier du département du Doubs. Et je suis en attente de créer mon entreprise. Voilà. On va le faire passer comme ça. Oui. Bonjour, Elisabeth Kremer, candidate dans la 5e circonscription de la Côte d'Or, une circonscription que vous connaissez forcément puisque c'est celle où vit des fûts et des fûts de vin entre Beaune et Nuits-Saint-Georges, donc elle est mondialement connue. Malheureusement, elle pourrait être aussi mondialement connue pour sa pauvreté qui ne fait qu'empirer, sa désertification qui laisse des pays entiers, des pans entiers de la population isolés aux portes du Morvan, une circonscription très vaste. Et je me suis engagée avec Jacques Ricard, mon suppléant, à tenir face à ce qui nous attend, face à cette force macronienne en route. Et nous sommes décidés, même si ça n'est pas facile non plus chez nous, on est à 15%, nous sommes décidés à tenir, nous sommes décidés à résister et nous sommes décidés à faciliter la vie de notre population. Bonjour, Claire Arnoux. Donc, moi, je suis candidate sur la 2e circonscription du Doubs qui prend Besançon Est et Sud, qui prend également, qui va jusqu'à Roulan et Ornans, donc qui est une circonscription qui est à la fois aire urbaine et à la fois rurale. Je suis venue avec mon suppléant, Daniel Conversi, qui est ancien colonel de sapeurs-pompiers et qui là s'occupe du service d'ordre. Et avec... Voilà. Et ici, qui est là, du coup, et avec ma directrice de campagne, qui est Séverine Véziès, qui a un long engagement associatif aussi, comme Daniel Conversi, elle en défense des migrants. Donc, la 2e circonscription du Doubs, c'est, comme je l'ai dit, une circonscription qui est à moitié urbaine pour Besançon. Donc, je vais essayer de mettre en avant les points du programme qui correspondent plus à ma circonscription. Donc, rénovation du bâti pour essayer d'éviter l'artificialisation des terres agricoles au maximum et pour lutter à l'intérieur même de Besançon contre la précarité énergétique qui touche beaucoup de monde. Et deuxième point, on a à Ornans Alstom, on connaît tous la situation d'Alstom, donc défendre ces fleurons industriels Alstom dont on a besoin pour faire la transition énergétique. Voilà, merci. Moi, c'est Julie Lançon, donc je suis candidate sur la 2e circonscription du Jura, qui englobe la ville de Saint-Claude, de Champagnole, de Clermont-les-Lacs, Moiran-en-Montagne. Et donc nous, la problématique actuellement sur cette région, c'est la fermeture de l'hôpital de Saint-Claude, qui va condamner concrètement des gens à mourir, puisqu'ils ne pourront plus être concrètement soignés. Et au-delà de ça, ça a des conséquences sur tous les territoires. Donc effectivement, nous, au niveau de la politique, on va essayer de remettre de la joie, de l'optimisme, de la bonne humeur et sauver le service public.
Bonjour, je suis Morgane Paulet, je suis suppléante de Christophe Espolio pour la 3e circonscription du Doubs et je suis professeure de français en collège. Alors bonjour, je suis Christophe Espolio, donc le titulaire pour la 3e circonscription du Doubs. Donc elle englobe 2 tiers on va dire, de campagne avec Mèche et Saint-Hippolyte et le pays de Montbéliard. Donc nous on est concernés par le CETA qui va probablement tuer le comté, le Mont d'Or, la saucisse de Montbéliard qui va tuer tout ça. Par le chômage, par aussi le Front National qui fait des scores très très élevés dans certains villages, 50%. Donc, et j'ai une circonscription qui a 169 communes, donc c'est beaucoup de travail. Voilà. Bonjour, je suis Martine Hudy, candidate sur le Doubs, 5e circonscription. Je suis retraitée et le Doubs, c'est une circonscription très rurale, et 2 villes, Morteau et Pontarlier. Pontarlier, 18 000 habitants, donc petite ville. Plusieurs points, c'est une circonscription très rurale, avec un point très fort, la OP-Comté. Nous avons aussi, je ne vais encore pas dire le problème, nous avons les frontaliers, nous avons la frontière suisse qui apporte pas mal de personnes qui viennent consommer justement sur Pontarlier et Morteau. Pardon. Donc, on a l'impression que notre circonscription vit bien, justement, à cause de ces Suisses et frontaliers qui ont beaucoup d'argent. Mais il y a un problème qui se pose assez crucialement, c'est que les gens qui veulent travailler dans notre circonscription, finalement, les salaires sont relativement bas. Donc, il faut se battre pour essayer d'augmenter les salaires, pour essayer de réindustrialiser, pour essayer de proposer l'agriculture paysanne et écologique qui va créer quand même pas mal d'emplois. Donc c'est un point assez fort sur lequel nous essayons de parler quand nous faisons les réunions publiques. Nous avons un autre point noir, c'est les rivières où les poissons meurent quand même pas mal. Alors à quoi sont dus ces problèmes écologiques des rivières? Certains disent que c'est les lisiers d'hiver qui sont épandus alors qu'ils ne devraient pas être épandus. D'autres pensent que c'est peut-être la sururbanisation des communes, parce qu'effectivement, avec beaucoup de frontaliers, beaucoup d'argent, beaucoup de lotissements se construisent un peu n'importe comment. Donc un sous-dimensionnement des zones de retraitement, des mal protégées, mal contrôlées. Donc effectivement, ça va directement dans le Doubs et les poissons en sont la conséquence, ils meurent. Voilà, je crois que j'ai dépassé mon temps de parole, donc je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Il y aura un échange aussi tout à l'heure sur les sujets de fond. Ok. Bonjour, donc je suis Jean-Bernard Marcusi, candidat de la 3e circonscription du Jura, avec comme ville-centre Dole. Cette circonscription a une particularité, c'est que les principales bourgades, Dole, Arbois, Salins, Mouchard et quelques villages ruraux, ont placé au premier tour de la présidentielle Jean-Luc Mélenchon en tête. Et c'est vraiment quelque chose de très important à souligner. Par contre, bien entendu, nous avons un déficit sur certaines zones rurales où nous devons nous concentrer pour essayer d'aller convaincre cette population de la nécessité d'écouter d'autres discours et de ne pas se laisser entraîner par la facilité des chaînes médiatiques qu'ils écoutent à longueur de journée. Il y a beaucoup de difficultés, de conflits et de problèmes sur notre territoire, des conflits sociaux par rapport surtout au système de santé, par rapport aux maisons de retraite. On a une EHPAD aujourd'hui qui arrive au troisième, attendez, il faut que je calcule, 60 jours de grève, 2e mois de grève. À force, on n'arrive plus à compter en semaines, en mois, ça devient très long, et pour lesquels les institutions et les élus locaux ne prennent aucune mesure, ne prennent aucune initiative, car eux seuls sont capables d'apporter des solutions en mettant tout le monde autour de la table. Un conflit, ça se gère avec tout le monde autour de la table. Personne ne veut prendre cette initiative. Voilà. Nous avons un problème d'urgence à l'hôpital de Dole qui a perdu la réanimation, qui aujourd'hui perd une ligne d'urgence de nuit. Donc il ne faut pas qu'il y ait 2 accidents en même temps à Dole la nuit. Sinon, il faudra choisir lequel va mourir. Vous savez, pile, face, c'est lui qui est mort. Bon. Donc voilà un petit peu le problème. Et je suis confronté
un député sortant qui se dit proche de nous et qui veut réduire, comme le disait Gabriel très bien en ouverture, qui veut réduire le débat de la législative à un débat local. Donc il faut que je m'évertue tout le temps à porter le niveau national de la législative et de combattre pour remettre en place des services publics qui soient au profit de tous les citoyens et non pas des services au profit des plus aisés. Donc c'est un lourd programme, mais on va y arriver. Bonjour tout le monde, je m'appelle Anaïs Beltran, je représente la première circonscription du territoire de Belfort, un haut lieu connu pour sa résistance à l'oppression autrefois. Alors aujourd'hui on résiste à une autre forme d'oppression qui est par exemple la pollution de l'air qui nous empoisonne. Il faut savoir que c'est quand même une des causes de mortalité de 6,5 millions de personnes en fait chaque année dans le monde. Voilà, moi, en tant que jeune maman, en tant qu'ancienne abstentionniste, en fait, je disais non à l'hypocrisie de la Ve République. Et le programme de l'Avenir en commun a ravivé ma flamme républicaine, où le mot liberté, égalité, fraternité a repris un sens. Cette idée de 6e République avec une règle verte à inscrire à l'intérieur, cette idée de faire passer la santé comme une priorité au-delà des chiffres. Donc, je suis présidente de 2 associations qui militent pour l'écologie, la solidarité et également pour la santé à travers la nutrition, végétale, parce que moi je suis végétalienne, mais je n'aspire pas à ce que tout le monde le devienne, mais en tout cas qu'on sache ce qu'on a dans notre assiette, pour moi ça me paraît primordial, et aujourd'hui les informations sont complètement biaisées à ce niveau-là à cause des lobbies. Donc voilà, c'est ce que je faisais un petit peu à travers des ateliers de cuisine, à travers des rencontres avec des professionnels de la santé pour informer les mères de famille pour ce qu'elles vont donner à leurs enfants. Et voilà, les mots de Jean-Luc Mélenchon résonnaient quand il disait ce que nous insérons dans notre corps est politique, ce que nous respirons est politique. Donc voilà, ne vous laissez pas biaiser par des barons locaux qui essaient de vous faire croire qu'en fait il faut avoir fait l'ENA, il faut tout connaître technocratiquement parlant. Non, c'est nous la politique, c'est nous qui la font vivre, et ma candidature reflète ce combat. Voilà. Bonjour, Isabelle Esman-Févé. Moi, je suis candidate sur la circonscription 2 de Haute-Saône. Et donc, c'est un territoire où on a eu un fort taux de FN. C'est un territoire qui a été oublié par les politiques qu'on a depuis 30 ans. Donc, la candidate LR, chez nous, propose qu'à chaque euro versé à la ville, il y ait 1 euro pour nos territoires. Donc, moi, je propose que chaque euro qui tombe dans les poches de politiques escrocs et que chaque euro qui part dans des paradis fiscaux retombe dans les caisses publiques pour qu'on en fasse profiter de nos territoires, justement. Bonjour, je suis Laurent Solaire, je suis de formation architecte paysagiste spécialisé en gestion territoriale raisonnée. Je suis candidat pour la 2e circonscription de Belfort, c'est-à-dire l'extrême nord de la Franche-Comté, en Piémont vosgien. C'est une région qui est très rurale, avec des gros problèmes d'économie. Et c'est en ça que l'Avenir en commun offre des vraies possibilités de mise en œuvre concrète de micro-entreprises, de microstructures visant à atteindre de l'autonomie énergétique, de l'autonomie alimentaire. Et c'est aussi pour ça, donc, à travers tout un réseau d'économie solidaire, on aura peut-être une chance de vraiment redynamiser en termes d'économie ce territoire. On a la chance, pour finir, d'avoir eu des excellents résultats. Donc c'est vrai qu'on va pas dire on est confiant, mais on a eu des excellents résultats au présidentiel avec plus de 20% donc pour Jean-Luc Mélenchon. Et Belfort, oui, on est arrivé premier à Belfort avec 28%, donc c'est vraiment des très très bons résultats. 23. Pardon. Bonjour. Non, 23, mais 33 dans un quartier. Pardon. Allez-y.
Bonjour, je suis Marie-Claude Torel, je suis candidate dans la première circonscription de la Nièvre. La Nièvre, c'est un territoire qui représente toutes les désertifications. Nous sommes le premier département en désert médical. Top 1. Mais si je me présente, je suis une militante de longue date, je me présente parce que la France insoumise doit absolument avoir la majorité parlementaire pour qu'il y ait un contre-pouvoir à la politique qui va être menée par Macron, qui est la suite de toutes les politiques qui ont été menées jusque-là et qui va nous assouvir complètement. Donc il faut absolument qu'il y ait un maximum de députés France insoumise et donc un maximum de circonscriptions couvertes. Voilà pourquoi je me suis présentée. Bonjour, Stéphane Guinaud, je suis candidat dans la 4e circonscription de Côte d'Or. J'ai 36 ans, je suis enseignant en école primaire, je suis directeur d'école, directeur d'un petit RPI, regroupement pédagogique intercommunal, donc sur 3 petits villages. Je suis également maire d'une petite commune de 120 habitants. Donc la ruralité, je sais ce que c'est, ce qui tombe bien parce que notre circonscription est une circonscription principalement rurale. Il faut savoir que c'est l'ancienne... Alors on a une certitude, c'est qu'on va être déjà débarrassé de François Sauvadet puisqu'il ne se représente pas. C'est l'ancienne circonscription de Sauvadet. Donc la droite est très divisée. Nous, les enjeux sur notre territoire, c'est la ruralité. C'est, on l'a beaucoup dit, les déserts médicaux, avec notamment aussi la fermeture des urgences à Montbard, par exemple, et puis les médecins qui ont du mal à s'installer dans les zones rurales, la disparition des services publics, les postes, les trésoreries, voilà. L'agriculture, beaucoup d'agriculteurs sur notre territoire, avec des sols qui s'appauvrissent. Et donc un enjeu écologique également, et voilà pourquoi je suis candidat auprès de la France insoumise. Bon. Eh bien, bonjour à tout le monde. D'abord à vous, je vous regarde, je vous scrute. Je vois bien que tout le monde n'a pas pu faire le déplacement de la Côte d'Or. J'attendais Lyon. Ah, bon, alors, et d'autres. C'est Colin, non, qui est un de nos candidats dans J'ai écouté les noms de chaque circonscription. Ça voltait dans mon esprit comme des petits oiseaux, parce que je connais tous les coins. Tous. Là, elle parle de Planoise, j'y ai habité. On a parlé de Belfort, quel honneur pour moi d'avoir été en tête à Belfort. Je me rappelle d'y avoir mené de laborieuses batailles estudiantines pour les élections aux œuvres sociales. Enfin bref, je ne vais pas refaire tout le tour. Hein. Il y a là une espèce d'intimité pour moi avec tous ces lieux. Mais je ne vais pas en faire un roman. Néanmoins, je vous regarde, mes amis, dans la diversité de vos âges, hommes, femmes, la diversité de vos métiers. Et je sais que sans doute, les uns les autres, peut-être vous ne vous connaissez pas. Moi, je ne sais pas qui vous êtes avant, qu'est-ce que vous faisiez, est-ce que vous aviez un engagement politique ou pas. Et à la vérité, ça m'est égal. Je dis « je » parce que c'est moi qui suis actuellement celui qui marche devant, votre porte-parole. Mais ce que je retrouve en vous, c'est quelque chose que j'ai connu à une autre époque fondatrice. C'est un mouvement politique nouveau. On en parle peu parce que c'est les situations qui font ça. Mais la France insoumise est un mouvement extrêmement ample. Il n'y en a pas d'équivalent. Il y a 500 000 personnes qui ont cliqué pour se dire membres de notre mouvement. Et un mouvement, ce n'est pas un parti. Et je tiens beaucoup à ce qu'on reste un mouvement. Pas parce que j'aurais quelque chose à dire contre les partis. Je suis moi-même membre d'un parti et je n'ai pas de raison d'en être mécontent. Mais ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est de créer quelque chose qui soit en osmose avec la société, qui respire avec, où chacun d'entre nous n'entre pas dans l'action comme on entrerait à la caserne ou au couvent. Hein, avec un peu cette mentalité de moine soldat qu'on avait quand moi j'avais 20 ans. Non, mais
une sorte d'aller-retour entre la société et l'action politique. D'abord, je veux saluer votre courage, parce que les gens le savent peu, mais c'est pas évident d'être candidat. On vit à l'ère de Google et de l'Internet. Celle ou celui qui est candidat une fois l'est pour le restant de ses jours. C'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un cliquera à votre nom, il retrouvera votre candidature pour la France insoumise, et suivant l'humeur du moment, on insistera sur le fait qu'il y a beaucoup de rouge dans l'affiche, ou qu'il y a pas mal de bleu, ou qu'il y a quand même du blanc. Et cette identité se superposera à la vôtre pendant des années. Moi, j'admire votre courage, parce que je sais que ce n'est pas simple, et en particulier dans les périodes de crise économique, où à chaque fois on joue quelque chose de son emploi ou de l'écoute que l'on peut avoir pour soi. C'est un acte civique extrêmement important et sérieux et grave que d'accepter d'être candidat. Vous avez exprimé à peu près tous les problèmes du pays. Je ne vais pas les reprendre un par un, parce que sinon on y est jusqu'à minuit, et puis comme je fais partie des rédacteurs du programme, je sais ce qui s'attache à chacune des questions que vous avez soulevées. Mais je veux reprendre ce qui a été dit, je ne sais plus par qui, peut-être vous, cher ami. L'enjeu pour nous est de faire de cette élection ce qu'elle est, c'est-à-dire une élection nationale, qui met en jeu des problèmes nationaux, dont la solution ne peut être que nationale. Il n'y a pas de solution au problème de l'école localement. C'est une politique nationale qui permet d'avoir les effectifs suffisants d'enseignants pour enseigner. De la même manière, la catastrophe qui s'avance avec l'actuel ministre de l'Éducation nationale, c'est-à-dire la transformation de chaque école en une entité gouvernée par le directeur, qui lui n'a rien demandé de comparable, qui pourrait choisir les personnels et peut-être même déterminer une partie du programme. C'est un enjeu national, c'est une décision nationale qui veut créer cette situation, et la réplique doit forcément être nationale. Ça paraît incroyable, nous qui avons l'habitude de réfléchir à partir des problèmes que nous avons sous les yeux. On est fait comme tout le monde. Nous allons du particulier au général. C'est souvent comme ça dans la vie, encore que souvent nous avons l'intuition du fait que les problèmes se posent d'une façon générale. N'empêche que c'est quand même curieux que dans l'élection, on ait cet effort à faire, et il faut le faire. Parce que nombreux sont ceux qui voudraient qu'on ramène tout ça à des questions de personnes ou à des affaires de notoriété personnelle, ou que sais-je encore, où on vous prêche la connaissance de la proximité. Bien sûr qu'il faut connaître ce qu'il y a autour de soi, mais encore une fois, l'enjeu national, c'est le début de cette idée de révolution citoyenne qui est la nôtre. S'emparer des problèmes dans leur dimension globale et les traiter comme tels. Alors on en a évoqué tellement à l'instant. Je pourrais reprendre celui de l'école, je pourrais reprendre celui de l'accompagnement des personnes. Au fond, de quoi parle-t-on? Du type de société dans lequel nous voulons vivre. C'est ça la question fondamentale. C'est pourquoi le programme L'Avenir en commun n'est pas un collage de recettes ou de bonnes idées, même si le programme L'Avenir en commun emprunte beaucoup à ce qui a été produit par la société elle-même. Vous savez, ce programme a reçu beaucoup de premiers prix dans différents domaines. Alors nous, on regardait ça avec un petit sourire, parce que c'était normal pour nous d'avoir le premier prix des associations d'environnement, vu que c'est à elles qu'on avait emprunté l'essentiel des réponses apportées aux problèmes. Ça veut dire que notre pays est très riche de capacités d'invention, de réponses. C'est pas vrai qu'on ne sait pas quoi faire par rapport au problème. Il n'y a pas un problème dont on ne connaisse pas, d'une manière ou d'une autre, la solution. Je ne dis pas qu'elle est définitive, parce que nous sommes tous bien placés pour savoir que ces choses-là évoluent. Moi, je me rappelle que dans ce premier élan, celui des années 80, quelques-uns ici n'étaient pas nés, qu'on rêvait d'une société, on regardait avec un peu de condescendance, nous autres, les jeunes, les anciens qui avaient fait la résistance et le Conseil national de la résistance, tout ça nous paraissait un peu une affaire qui ne nous concernait pas très directement, c'était les anciens. Mais à l'époque, on se passionnait, et on sait bien que les passions qu'on avait, heureusement que le temps les a remises en cause. Je me rappelle que quand le Claude Buchot, qui est par là, faisait sa vigne et regardait de travers les pesticides, on disait « il est brave, Buchot ». Et nous, on se croyait très intelligents parce qu'on était extrêmement productivistes et on pensait qu'on allait régler les problèmes comme ça. N'empêche que c'est quand même lui qui avait raison et nous qui avions tort. Et ceux qui étaient bien braves, c'était nous, parce qu'on avait des bonnes intentions, mais nos bonnes intentions n'allaient pas jusqu'à avoir un programme
qui répondent à la profondeur du défi qui se levait. C'était le tournant des années où le productivisme a pris son élan et est arrivé aux situations que plusieurs d'entre vous ont décrites et qui sont à certains endroits irréversibles, en tout cas pour plusieurs générations. Ce sera le cas en tout cas quand on parlera du nucléaire. Peut-être que j'en dirai un mot tout à l'heure. Mais nous voilà donc, avec ce programme, à avoir une vision du monde, mais qui n'est pas qu'une addition non plus de slogans. Ce sont des réponses précises, et Charlotte Girard, qui a été l'architecte de ce programme, l'a ensuite décliné dans 40 livrets. Et il y a ici plusieurs personnes qui ont joué un rôle décisif, comme c'est le cas de Gabriel Amar, sur toute une série de questions qui touchent à la gestion des territoires, à la propriété publique de l'eau, qui sont des questions décisives, hélas aujourd'hui reléguées au second plan. Alors, c'est le programme L'Avenir en commun nous propose une vision de l'existence. Nous croyons à une société de solidarité. Voilà, on a le droit de ne pas être d'accord avec nous, hein. On peut nous dire, vous êtes bien gentil avec tout ça, mais bon, ça coûte très cher et tout. Ce n'est pas notre avis. Nous, on pense que ça coûte moins cher et que d'ailleurs, le problème de savoir combien ça coûte, honnêtement, on s'en fiche, parce que de la ressource, il y en a dès lors qu'on se met au travail. Donc, le financement de nos mesures n'a jamais été un problème autre que d'arithmétique. Est-ce que ça colle, les additions et les soustractions? Mais dès lors qu'on parle d'activité humaine, par nécessité, elles s'équilibrent entre elles, hein. C'est la démonstration qu'on a fait pendant les 5 heures télévisées du chiffrage du programme L'Avenir en commun. Donc que personne ne vienne nous dire que ce programme est autre chose qu'une chose extrêmement réelle, un objet inscrit, complètement imbriqué dans la réalité. Mais il porte une vision du monde. On admet qu'on n'est pas la même que nous. Si je devais résumer, nous n'avons jamais dit, nous, que nous sommes contre la compétition. Mais nous pensons que la compétition doit s'arrêter là où commence le devoir de solidarité. Et c'est ce qui distingue notre point de vue, que j'ai appelé, il fallait bien trouver un mot. Alors c'était un casse-tête pour trouver un mot, parce que pour un homme de ma génération, le mot qui venait à l'esprit, c'était gauche. Je suis un homme de gauche, je viens de la gauche, j'ai été éduqué par des syndicalistes, par des associatifs, ça me semblait aller de soi. Mais aujourd'hui, vous savez très bien que ce mot est quasiment vidé de son sens par la pratique du dernier quinquennat. Et c'est pas que nous en ayons honte ou que nous en soyons encombrés pour certains d'entre nous, parce qu'il y en a d'autres, c'est plus leur problème, hein. Mais c'est tout simplement que l'utiliser, c'est commencer une discussion de vocabulaire et de dictionnaire qui ne nous intéresse pas. Parce qu'on doit dire, ah ben c'est nous la vraie gauche, l'autre c'est la fausse gauche, la demi-gauche, personne ne comprend rien à cette histoire, hein, et c'est pas intéressant, pour être honnête. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'on propose, et puis après on verra. On ne se bat pas pour une étiquette ou la propriété d'une étiquette. Par contre, on se bat pour un ensemble d'idées qu'on peut décrire. Et c'est cet humanisme radical. Ce qu'il a de nouveau, cet humanisme, c'est qu'il est fait, si je devais prendre, de toutes nos générations. Hein. Alors maintenant, c'est mon tour. Alors j'ai été le plus jeune sénateur. Maintenant, me voilà le plus vieux candidat à la présidentielle. Bon, c'est la vie, hein, c'est un long cabotage d'une escale à l'autre. Mais ça veut dire que c'est la synthèse entre la vision que je portais jeune homme à votre âge, et puis un peu plus tôt même, et celle que portaient Buchot et d'autres. L'humanisme, le nouvel humanisme, l'humanisme, on va dire radical, pour que ça permette de prendre des notes et de faire un peu de buzz, l'humanisme écologique et social. C'est-à-dire qu'il maintient la centralité de la personne humaine, mais il la maintient dans le raisonnement anthropologique, philosophique et politique, dans une compréhension approfondie de la place particulière des êtres humains dans l'écosystème, c'est-à-dire en relation et en nécessité d'harmonie avec l'ensemble des autres composantes de cet écosystème, et notamment la biodiversité, qui conduit à faire des choix qui peuvent des fois être des choix de vie personnelle, comme c'est celui de notre jeune ami, qui se dit avec beaucoup de simplicité végétalienne. Moi, j'ai dit une fois en rigolant, quand on avait 20 ans, nous, on était révolutionnaires et trotskistes. Bon, eh ben, eux, ils sont véganes pour certains d'entre eux, mais c'est toujours la même idée. C'est l'idée d'une volonté de dépassement de l'intérêt personnel, de prise en compte pour soi-même d'une vision large de l'existence. Alors, elle ne nous fait pas, vous avez remarqué, de prêchi-prêcha, elle n'essaie pas de nous convertir, hein,
Mais son comportement, son message nous alerte et nous oblige des fois à être plus raisonnables et donc à commencer à réfléchir à qu'est-ce qu'une attitude raisonnable à l'égard de l'existence. Voilà ce qu'est le problème. Alors moi j'admets qu'on ne soit pas d'accord avec nous et qu'on nous dise écoutez vous êtes bien gentil, mais la solidarité ça s'arrête là où commence la nécessité de la compétition. Vous voyez le raisonnement inverse de celui que je viens de vous présenter, parce que c'est quand on est en compétition, ça crée de la concurrence, ça fait réfléchir, t'as obligé à être meilleur, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais si, c'est faux quand même. Parce que s'il n'y a que de la compétition, tout sera détruit, à commencer par nous. Voilà. Mais acceptons ce débat. Mais de grâce, ce débat-là, pas un autre. Nous, on s'en fout du prix des costumes de M. Fillon. D'accord ? Bon, ça a quand même duré 5 semaines, pendant lesquelles il a été impossible de parler d'autre chose. Et voilà maintenant que c'est reparti pour un nouveau feuilleton, le feuilleton Ferrand. Alors, nous sommes d'accord. Bon, nous sommes d'accord pour dire que ce qui n'est pas bien est pas bien, ce qui est bien est bien, et autres banalités de cet ordre. Mais est-ce qu'on peut parler d'autre chose ? Est-ce qu'on peut parler du programme qui s'avance ? Tout à l'heure, je vais en dire quelques mots en public et je ne vais pas vous infliger 2 fois le même discours. Mais c'est ça la citoyenneté, c'est pouvoir savoir, quand un bulletin de vote, c'est pas autre chose que ça. C'est un outil pour opiner, pour dire on va faire ci ou on va faire ça. Et nous nous inclinons devant la décision. Donc, nous militons pour la dignité civique. Nous militons pour la dignité de la citoyenneté. Nous ne demandons pas que tout le monde soit d'accord avec nous et nous acceptons aussi de perdre. Vous voyez ? J'en connais qui n'acceptent pas, mais nous, si. On accepte de perdre. Et quand on gagne, c'est nous, hein, c'est pas quelqu'un d'autre. Voilà. Mais à condition que ce soit, si j'ose dire, en connaissance de cause. Voilà. Et ici, ce que nous allons faire tout à l'heure, ou ce que nous faisons à cet instant, alors toutes ces personnes ont pris du temps dans leur journée pour venir jusqu'ici, et on ne sait pas si tout à l'heure, catastrophe, il va nous tomber des hallebardes sur la tête. Il y a eu beaucoup d'efforts de fait, mais tous ces efforts ont un sens, et c'est ce plaidoyer lumineux pour l'intelligence, pour la réflexion et l'approfondissement de la compréhension du monde dans lequel nous vivons, parce qu'il y a urgence, c'est de ça dont je vais parler tout à l'heure. Bon, alors, vous avez remarqué que je suis condamné à peser mes mots maintenant, hein, parce que, attention, ça ne pardonne pas comme c'est moi. Hein. Bon, comme dans une semaine, je dois faire à chaque fois une quinzaine de discours, imaginez-vous. Hein. Un mot, ça compte. Hein. Voilà. Donc, je fais attention. Mais j'essaye quand même de parler une langue compréhensible. Hein. Et les tentatives d'intimidation pour vous faire taire, parce que vous êtes guettés, hein, ça ne sert à rien, ça ne m'impressionne pas. J'ai appris ici, figurez-vous, c'était pas le plus évident, vous savez, pour un jeune homme, pour la première fois, de monter sur la table de la cantine et d'appeler ses camarades à la grève. J'avais la trouille, hein. Et il y en avait 2-3 qui étaient pendus après mon pantalon à me tirer « dis ici, dis ça ». Bon, voilà. Donc j'ai appris ce jour-là que c'était comme ça, que si on n'allait pas de l'avant, ben, ma foi, il ne fallait pas attendre que ça se fasse tout seul. Hein. Ces gens-là qui sont derrière moi, c'est ça qui sont dans la vie. Alors, il arrive que leur caractère soit réputé mal commode. Hein. Bon, ben, c'est pas qu'ils sont mal commodes, c'est pas qu'ils ont mauvais caractère, c'est qu'ils ont du caractère. Il faut quand même faire la différence entre mauvais caractère et du caractère. Mais si vous n'avez pas des gens qui ont du caractère, il n'y a pas de société humaine. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir du caractère, mais quand on en a, il faut qu'ils s'expriment parce que c'est au service des autres. Ceux-là, ils sont en train de se dévouer pour les autres. Hein. C'est pas pour eux, il n'y a que des coups à prendre pour l'instant. Je pense que bien malin celui qui dit ce qui va sortir de ces élections. Bien malin. Je me rappelle une fois, là, du docteur Fade qui faisait le malin. Alors c'est tellement vieux que je vais faire figure ici de vestige. Hein. C'était un référendum du général de Gaulle. Tout le monde était persuadé qu'il allait le gagner. Ben non, on l'a perdu. Bon. C'est pour dire une élection gagnée ou perdue d'avance, ça n'existe pas. Une élection, elle est toujours disputée. Et elle est d'autant plus que notre peuple vient de poser un acte incroyable qu'on ne peut pas effacer comme ça. Il a envoyé au tapis les 2 vieux partis qui tenaient à la maison d'aplomb pour faire la même politique. C'est un événement considérable, politique. C'est pas parce qu'on est passé à autre chose, à Macron jupitérien, qu'on doit oublier l'épisode précédent, parce que sinon vous n'allez pas comprendre le suivant. Figurez-vous que les gens n'ont pas viré les 2 autres pour les retrouver en pire. Les gens n'avaient pas de compte personnel à régler avec M. Hollande, avec M. Sarkozy, ils ne les connaissent pas, ce n'est pas leur sujet, puis on est plutôt de nature à faire confiance dans la vie. Hein. Si ce monsieur qui avait l'air si gentil, qui souriait tout le temps,
avait été un bon président, bah, on aurait été content. Mais ce qui s'est passé, c'est que les gens ont dit non à une politique. La politique que tous ces gens viennent de décrire. Tout ce qu'ils viennent de dire, c'est ce qui s'est passé pendant les 10 dernières années. Et c'est de tout ça dont ils ne veulent pas. Ce qu'ils vous racontent, c'est ce dont ils ne veulent plus. Mais ce que le suivant leur annonce, c'est que ça sera ça en pire. Voilà, c'est ça qui se passe en ce moment. Donc, mon raisonnement est le suivant. Il n'y a pas de majorité dans ce pays pour faire la politique de M. Macron. Il peut, à l'aide de subterfuges, de moments d'hallucination collective et d'engouement, peut-être obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Mais une majorité sociale, politique, civique et culturelle dans le pays pour faire cette politique du plus fort qu'écrase tous les autres, non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et il n'y en a pas plus en France que dans bien d'autres pays d'Europe où tout le monde est tiraillé entre des aspirations, des inquiétudes de nature très différentes. Nous, notre honneur, c'est que pour la première fois, c'est nous qui avons fait reculer sur le terrain l'emprise de l'extrême droite. C'est pas rien pour nous que de faire reculer l'emprise de l'extrême droite. Parce qu'on en a essayé des choses qui n'ont pas fonctionné. Mais je crois que maintenant, on commence à se faire entendre des gens qui étaient tellement fâchés qu'ils devenaient fachos. Et voilà que ils commencent à se dire qu'il y a une bonne façon positive d'être fâché, c'est avec nous. Et nous, on leur dit bienvenue. Parce que notre but, c'est de les convaincre. Et en les convainquant, nous changeons l'ambiance qui règne dans notre pays. Parce que ce n'est pas notre intérêt que le pays aille d'une violence intellectuelle à une autre, à une violence sociale, et que tout roule comme ça jusqu'à se détester les uns les autres. Parce qu'il n'y a plus de société possible. La République, c'est quand même un régime, malgré tout, d'harmonie entre les personnes. Ce n'est pas simplement une institution avec un numéro devant. La République, le mot veut dire la chose commune. Et ma foi, en nous occupant de la chose commune, nous nous transformons nous-mêmes. Je me suis risqué à faire un petit livre sur le sujet qui s'appelle « De la vertu », pour expliquer ce que sont ces principes quand on les met en action. Voilà, je ne vais pas être plus long. Je souhaite que nous ayons de bonnes élections législatives qui parlent des problèmes nationaux, parce que demain, vous envoyez des députés à l'Assemblée nationale, pas pour régler vos problèmes de bordure de trottoir ou d'assainissement, mais pour régler des questions de la santé, de l'accueil des personnes dépendantes, de l'accueil des enfants dans les écoles, de ce que nous mangeons, de la façon avec laquelle nous faisons notre agriculture. Voilà. Alors, je compte que les départements de la Franche-Comté et de la Bourgogne soient représentés à l'Assemblée nationale sous la couleur de la France insoumise. Ce qui s'annonce, mes amis, c'est beaucoup de deuxième tour où le candidat ou la candidate de la France insoumise sera présent. Il règne une grande pagaille dans les circonscriptions qui est extrêmement intéressante à observer de près. Alors, lesquels c'est, ceux-là? Dijon. D'accord, Dijon. Bonjour. OK, bon. Et on ne sait pas comment ça va finir. Alors j'ai regardé les sondages et ils disent que M. Macron va faire, je ne sais pas combien, peut-être 10 000%. Non, il faut être raisonnable, puis il s'arrête avant. Bon, 100%, ça ne fait pas non plus très démocratique. Alors on nous parle de 30%, mais je vais vous dire c'est absolument impossible, pour la raison suivante. Cet homme n'ayant pas 100% de candidats pour les 100% de circonscription, il est impossible qu'il fasse le score qui lui est annoncé. On l'a étendu par projection d'un certain nombre de tests. C'est pas possible, tout simplement. C'est pas possible. Nous avons plus de candidats étiquetés la France insoumise qu'il n'y a de candidats étiquetés la République en marche. Donc rien que ça, c'est un signal. Alors, il y a quand même une ruse dans cette histoire. Je ne sais pas si je l'explique tout à l'heure, ça prend trop de temps, mais je vous la raconte. C'est que au premier tour, c'est la pagaille. C'est tellement la pagaille qu'au ministère de l'Intérieur, il n'y a pas, vous savez, vous recevez le papier, vous l'avez vu, vous avez coché, on vous a demandé qui vous étiez. Vous avez coché France Insoumise. Bon, voilà. Et moi, j'ai regardé le papier et je me dis, mais il manque quelque chose là-dedans. Il est écrit nulle part majorité présidentielle. Il n'y a pas de case majorité présidentielle. Donc, tous les gugus que vous voyez, qui écrivent majorité présidentielle sur leur affiche, ils vous vendent quelque chose qui n'existe pas. Il y a une catégorie qui s'appelle La République en marche ou le Modem. Et donc, le soir du premier tour, ils vont faire leur tambouille en collant des petits morceaux et vous diront, ben, c'est ça la majorité présidentielle. Je le sais parce qu'une fois, j'ai été repas en divers gauche. Moi qui ne suis pas divers du tout, hein, c'est très clair ce que je suis. Bon, bref. Alors là, ils vont faire pareil. Et puis, c'est pas tout.
Comme ils n'ont pas autant de candidats qu'il y a de circonscriptions, pourquoi ils ont fait ça? C'est pas qu'ils en manquaient, des aventuriers de toutes sortes. Ah ben, j'aime mieux vous dire qu'il faut voir la liste des candidats. Hein. Là, la presse est en train de faire son travail. Là, chaque semaine, ils éclusent et ils vous sortent des listes de gens qu'il y a là-dedans. C'est au lobby réuni cette affaire, La République En Marche. Hein. Ah mais carrément. C'est un magasin multicartes où vous avez à peu près tous les grands groupes industriels du pays qui sont représentés directement par des lobbyistes. Hein. Ils ne s'embêtent plus à faire semblant. Bon, alors comment ils vont faire? Eh bien, le soir du premier tour, il y a Gadron qui a survécu. Et puis vous avez une série de gens qui ont déjà fait leur petite valise pour changer de camp. Alors ici, vous croyez que vous votez pour un PS, coucou surprise, le lendemain, la repas, La République En Marche. Mais ne me dites pas que c'est pas vrai, j'en ai vu de mes propres yeux. Dans le département dont j'ai été l'élu tant d'années, dans l'Essonne, il y a un monsieur qui s'appelle Malek Bouti. Il choisit d'aller à La République En Marche, et il dit, moi je suis dégoûté par le Parti Socialiste, je viens chez vous. Alors les autres, il dit, nous on est dégoûtés par toi, va-t'en. Bon. Alors il revient au Parti Socialiste, et bon, alors comme au Parti Socialiste, ils le reprennent, il a 2 peintures. Il est un petit peu, vous voyez mes ailes, La République En Marche, et puis après, vous voyez mes pattes, il est Parti Socialiste. Et j'en connais plusieurs comme ça, Valls. Et alors, oui, mais regardez bien ça, les amis, ça va vous donner du cœur à l'ouvrage. Parce qu'on disait, oh là là, Valls, alors tout le monde le soutient, Macron ne lui met pas de candidat en face, le PS non plus, d'ailleurs c'est lui le PS, enfin on ne sait plus, et puis il y a toutes sortes de candidats. Et en face, il y a bien des candidats. Et parmi bien des candidats, il y a notre camarade Farida. Farida, c'est une têtue, hein. Attention. Déjà candidate à la municipale, tout le monde lui avait dit de rester à la maison, elle était candidate, d'un peu, elle battait l'autre. Bon, enfin d'un peu, j'exagère, mais c'est pour dire, elle était là. Et elle a survécu à tout. Eh bien, le sondage la met à touche-touche avec Valls. Personne ne pouvait prévoir ça. À touche-touche au 2e tour, retrouvant les voix du premier tour qu'on avait rassemblé à Évry, parce qu'à Évry, en face de Valls, qui c'est qui arrive en tête? Moi. Au Havre, chez monsieur le Premier ministre, moi. Et ainsi de suite. Donc, cette poussée qu'il y a eu, cet intérêt qu'il y a eu pour nos idées, vous allez le retrouver, les amis. Et pour les retrouver, il faut aller d'abord aux nôtres. Et les nôtres, c'est les humilier, les exploiter, les oublier, les abandonner, les affliger. Donc, votre tâche première, c'est d'abord d'aller de ce côté-là. On ne va pas récriminer pour les 600 000 voix qui nous manquent. On ne va pas montrer du doigt Pierre-Paul ou Jacques. Encore que, hein, c'est dans son bagage. Mais, motus, parce qu'on n'a pas envie, nous, de tourner dans l'aigreur et l'amertume et les règlements de compte groupusculaires. Là, avec le groupuscule, c'est le PS. Bon, on ne va pas tourner là-dedans. On va se souvenir qu'il a manqué 6 à 7 millions de personnes qui ne sont pas sorties pour aller voter alors qu'il s'agissait de l'élection présidentielle, qui est une élection centrale. C'est à cela qu'on s'adresse. Faire revenir au vote ceux qui s'en sont éloignés. Alors là, c'est pas facile, hein. Mais on peut y arriver, et quand on y arrive, alors ça donne le résultat de Farida et d'autres amis. Je compte que vous nous donniez ce bonheur-là. Pour le faire, il ne faut pas s'enfermer. La France insoumise ne doit ressembler à rien de ce qui nous entoure. Nous ne sommes pas hargneux, nous ne sommes pas teigneux, nous ne défendons pas une étiquette par-dessus tout, nous défendons un programme comme on l'a déjà dit. C'est notre force, parce que les autres n'ont pas de programme. Peut-être que personne ne s'en est rendu compte. Mais quelqu'un a entendu parler du programme du PS ici? Eh bien si, vous en avez entendu parler, c'est pour nous dire que c'est plus le même qu'avant, mais comme on ne savait pas ce qu'il y avait dans celui d'avant, mais ils ont quand même changé de programme. En quoi? En l'espace d'1 mois? Ils pourraient nous dire pourquoi. Vous ne croyez pas? Imaginez-vous que nous, on ait décidé de laisser tomber la sortie du nucléaire. On nous poserait des questions, mais qu'est-ce qui vous prend? Vous avez changé d'avis? Vous imaginez, c'est pas rien. Ben eux, ils ont retiré le revenu universel, on ne sait pas pourquoi il a émis, on ne sait pas pourquoi il l'enlève. Ils s'en expliquent avec personne. Je parle du PS. Et les Républicains, eux aussi, ils avaient un programme pour l'élection présidentielle. Ils reviennent, ça a changé. On pourrait leur dire, mais pourquoi? Vous êtes aperçus en cours de route que c'était une bêtise? Ou vous avez changé d'avis? Qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'en saura rien. Donc ces gens-là, il faut être clair, ils vous demandent de voter pour une étiquette et pour leur bobine. C'est tout. Ils ne vous demandent pas de voter pour un programme, puisqu'ils ne vous disent même pas pourquoi ils l'ont changé. Et la différence, c'est que nous avons voté pour un programme à l'élection présidentielle, et vous avez vu que, quoique souvent accusé d'être égotique, je ne sais pas quoi, je suis l'homme politique dont les viscères psychologiques sont le plus explorés
non, mais vous avez vu le nombre d'articles qui concernent ma psyché, si j'ai bonne mine, si j'ai l'air triste ou pas, comment 10 minutes après qu'on m'ait annoncé qu'on avait raté à 600 000 voix, je ne pétaradais pas, je ne marchais pas au plafond d'enthousiasme pour annoncer que j'étais content de voir M. Macron. Enfin, je suis un être humain, comme tout le monde. On peut au moins accepter que pendant 1 heure, je prenne un coup, non? Enfin, quel genre de robot est-ce qu'ils croient qu'on est? Vous allez voir la tête qu'ils font, ceux-là, le soir du résultat du premier tour. Non, mais regardez-les de près. En tout cas, vous, on ne vous embêtera pas comme à moi. Vous dire tous les matins, vous demandez. Oui, mais ça sera quand même. Bon, voilà. C'est pour dire que nous avons voté sur un programme, mais qu'est-ce que nous demandons aux gens? Vous avez voté pour nous sur le programme il y a 1 mois? Eh bien, écoutez, ça vous a plu, non? Vous êtes déçus qu'on n'ait pas gagné? Ben, revenez et votez pour le même programme, c'est ça qu'on vous propose. Voilà, les amis, si vous ramenez au vote ceux qui ont voté pour nous à l'élection présidentielle, dans 78% des circonscriptions, on est présent au 2e tour. C'est pas rien. Alors après, qu'est-ce que vous ferez au 2e tour? Bon, on verra. On va d'abord attendre de voir comment la poussière retombe. Parce que je ne crois pas à ce qu'on nous raconte. Je ne crois pas qu'il y a... Alors peut-être que je vais être démenti, mais je ne vois pas M. Macron avoir 300 circonscriptions dans ce pays. Enfin, c'est ça, le général de Gaulle, et encore de temps à autre. C'était même pas tout le temps. Même au sommet du programme commun, on n'a jamais eu un nombre pareil. Alors qu'est-ce qui ferait que les Français, tout d'un coup, seraient tombés amoureux du château de Versailles et de je ne sais pas quoi d'ailleurs, de tout ce qu'on a vu se dérouler. J'ai bon espoir pour nous, à condition que, évidemment, on arrive à mener notre campagne. Je sais que vous faites tous les efforts possibles. C'est physiquement éreintant, ça l'est aussi pour moi. Ne croyez pas, 17 mois de campagne, ça finit par être lourd dans les bottes, mais vous les avez fait pratiquement avec moi, la plupart d'entre vous. Donc je ne fais pas le malin à dire j'ai souffert plus que les autres, c'est pas vrai. On a mené une belle bataille de conviction, et c'est comme ça qu'on va continuer, sans jamais prendre aucun raccourci par rapport au devoir d'explication et de conscientisation. Chaque petite graine que vous jetez, elle germera. Et si c'est cette fois-ci, tant mieux, et sinon, ça sera la suivante. Parce que nous représentons ça dans le temps et dans l'histoire. Cette permanence, cette constance, ce fil rouge qui s'appelle le fil, la philosophie des Lumières, ou ce que vous voulez, mais qui est cette idée toujours que les êtres humains sont capables de dépasser leurs intérêts particuliers pour penser l'intérêt général. Et nous y ajoutons l'intérêt général de l'ensemble de l'écosystème tel qu'il peut être pensé. Et la conscience elle-même est un produit de cet écosystème. La capacité que nous avons à penser est un produit de cet écosystème. La conscience n'est pas arrivée du je ne sais quel doigt qui serait sorti des nuages pour nous la mettre dans le cerveau. C'est donc que l'écosystème est capable de produire la matière première qui lui permet de se penser lui-même. C'est au point que dans la dialectique de la nature, Engels disait, si la conscience disparaît à un endroit de l'univers et qu'elle y était apparue auparavant, c'est donc qu'elle était nécessaire au sens philosophique du terme qui ne peut pas ne pas être. Et dès lors, si elle venait à disparaître en endroit, elle réapparaîtrait à d'autres. C'est quand même génial, parce qu'il a trouvé ça à la fin du 19e siècle. Eh bien moi, je suis animé, comme tous mes camarades, et vous autres qui êtes ici, du même enthousiasme et de la même ferveur intellectuelle au moment où j'engage avec vous cette campagne. Bon, dans 1 mois, serai-je Premier ministre ou serai-je président de groupe? C'est la vie qui tranchera de toute façon. J'aurai le sentiment d'avoir fait ma part de travail et je l'aurai fait de tout mon cœur, comme ceux-là sont en train de le faire en ce moment, et je prie qu'on les salue avec ferveur.